Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous avons fait il y a quelque temps une émission très intéressante sur les normes. Alors les normes, nous on connaît les normes ISO, avec grand public. Et vous aviez invité votre ami Claude Revel qui nous avait expliqué très précisément que les normes, c'était un outil de géopolitique et de puissance économique internationale. Alors là, je vous laisse nous en reparler avant de découvrir l'émission. Bien sûr, bien sûr. D'abord, oui, Claude Revel est certainement en France peut-être la meilleure spécialiste actuelle des normes. Elle a écrit là-dessus, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et dans cette émission, effectivement, ce qu'on a voulu mettre en valeur et bien faire comprendre aux auditeurs, c'est que aujourd'hui, la norme fait partie de la guerre économique. C'est-à-dire que quand vous imposez une norme, vous imposez à tous ceux qui vont utiliser cette norme des règles du jeu qui sont des règles que vous avez choisies. Donc évidemment, si je fais un jeu dans lequel c'est moi qui choisis les règles, vous avez peu de chances de pouvoir gagner. C'est tout le secret de l'histoire. Donc aujourd'hui, dans la guerre économique moderne, entre les grandes puissances, la norme est un des éléments du combat. Et c'est pour ça que toutes les grandes puissances essaient d'imposer leurs normes, à les Américains, les Chinois ou d'autres, essaient d'imposer leurs normes. Et donc, avec Claude, elle décortique comment on fait une norme, comment on met en place une norme, comment on l'impose également. Et derrière tout ça, eh bien, je crois que chacun peut comprendre l'importance de se défendre par rapport à l'imposition de normes extérieures dans des domaines où nous avons tout à perdre si nous acceptons de changer nos critères de référence pour adopter ceux des autres. C'est clair. Quand on aime bien manger un très bon plat à la française, si vous mangez du cassoulet à la française, pour prendre un plat, je prends un exemple, ou ce que vous voudrez, eh bien, c'est pas la même chose que manger un hamburger. Si on vous met que la norme du cassoulet doit être fait entre deux tranches de pain, eh ben, ça ne sera pas la même chose. Merci Alain Juillet pour cette explication des normes de terroir. Voilà. Et je vous laisse découvrir d'autres cas concrets sur les normes avec Claude Revel dans notre émission. Merci et à bientôt. Claude Revel, bonjour Claude. Bonjour Alain. Que je connais de longue date parce qu'elle m'a succédé à l'intelligence économique quand elle a été déléguée interministérielle à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Elle a été à la Cour des comptes. Première question, si je peux dire, qu'est-ce que c'est qu'une norme? C'est à la fois économique et commerciale et à la fois très politique, une norme, très géopolitique. Une norme, ça peut avoir, c'est un terme très générique, il y a des normes de diverses catégories. Il y a la norme, tout le monde connaît les normes ISO, qui sont ISO est un organisme international. L'ISO crée des normes internationales sur tous les sujets. Donc je dis, il fait passer des idées, des valeurs là-dedans. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a une norme sur le sport aussi, sur les événements sportifs, dont les grands événements sportifs internationaux, qui a été créée par les Anglais après les JO de 2012 à Londres. Et bon, il y a donc une norme qui existe, la 2021, et elle leur sert énormément. Elle sert aux entreprises anglaises, britanniques, qui vont sur des appels d'offres pour organiser des grands événements, à dire, moi je suis référé, j'ai la référence de cette norme et je la maîtrise particulièrement bien puisque c'est nous qui l'avons faite. Alors ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les standards privés. C'est-à-dire tous les grands organismes qui font, notamment dans le numérique, l'IETF, le W3C, etc. Et il y en a plein. Tout simplement, c'est des entreprises qui se sont groupées et qui ont décidé, en quelque sorte, de se réserver un marché, si vous voulez, en faisant une norme. Cette norme étant souvent une norme innovante. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les normes, je dirais, de soft law, qui ne sont pas estampillées normes, mais qui sont des normes en réalité. Je vous donne un exemple. Vous savez, les normes comptables et financières qui ont fait couler beaucoup d'encre, les IFRS, parce qu'elles ont complètement changé tout le système comptable pour les entreprises françaises. Pour les entreprises. Il y a quelques années. Donc ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'argent dépensé. Ça contribue à une certaine déstabilisation de l'économie, si vous voulez. Ça n'est qu'un exemple, mais je veux dire, même dans la comptabilité, il y a une philosophie. C'est ça qu'il faut savoir. Une norme, ce n'est pas juste un truc technique. Ça transporte des manières de voir, des environnements, des affaires. Donc, si vous voulez, la norme est un outil de guerre très important, ce que je disais au départ. Et c'est pour ça qu'il est important que vous le compreniez bien et qu'on vous explique ce que ça veut dire. Non, mais effectivement, ce n'est pas un hasard si les Allemands et les Chinois font attention à maîtriser la norme, à l'écrire, c'est ce que je disais. En fait, il faut écrire la norme. C'est-à-dire qu'il faut être présent dans les comités.
ISO et autres, qui écrivent la norme. Et si on n'est pas présent, eh ben, ça sera écrit par les autres et donc ça nous bloquera le marché après. J'attire l'attention sur une norme très rusée, je dirais, c'est tout ce qui est classement. Le classement est une sorte de norme. Quand ce sont des classements mondiaux qui apparaissent légitimes, les organismes veulent monter dans le classement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont modifier leur fonctionnement pour être en ordre avec les critères qui vont les faire mieux classer. Ça s'appelle quoi ça? C'est une norme cachée. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est valable aussi pour les régulations de droit positif, hein, parce que les normes vont souvent dans le droit réel après. Donc une norme, ça peut non seulement être une norme professionnelle et le rester, mais ce que je rajouterais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, tout ça c'est du lobbying. Exactement, c'est du renseignement et du lobbying. C'est du renseignement d'abord et du lobbying après. Bien sûr. C'est-à-dire que normalement, une norme, quelle qu'elle soit, elle met au moins 4 ou 5 ans, c'est un minimum de gestation, si vous voulez. Et alors là, on a parlé des anglo-saxons, très bons, ils sont très malins, très bien. Les Chinois, on sait qu'ils sont très forts également. Les Allemands, vous disiez qu'ils sont pas mal. Et les Français? Très objectivement, on n'accorde pas l'importance qu'on devrait à ça. Dans les pays, comme on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, ou de la Chine, en réalité, l'État s'intéresse aussi au sujet des normes. On a des gens à l'AFNOR qui sont remarquables. Alors eux, vraiment, ils sont excellents. Ils sont bons, oui. Sauf qu'ils ne sont pas tellement soutenus. Ça devrait être un sujet assez majeur. Il y a des choses qui ont évolué, mais pas beaucoup, honnêtement. Dans l'agroalimentaire, dans l'enseignement. Le classement des écoles, il y a des normes, et comme on n'applique pas les normes, enfin du moins on ne veut pas les appliquer totalement parce qu'elles ont été conçues par d'autres, le résultat, que ce soit celui de Shanghai ou celui des Américains, on n'est pas bien placé en général. Licence, master, doctorat, LMD, c'est un truc qui est sorti aussi des anglo-saxons. Hein. Mais ça fait partie du grand sujet de l'influence. Mais derrière, il faut aussi être les mains un peu sur le terrain, si vous voulez, et faire de l'influence opérationnelle. Et l'influence opérationnelle, elle passe d'abord par le formatage du terrain, des normes, des règles, vous voyez, du droit. Est-ce qu'une des raisons de la baisse de la qualité du système français, c'est pas parce qu'on l'a déstabilisé en le cassant pour faire un autre système à la place? Pour être dans les clous des organismes et des institutions qui appliquent les normes, les entreprises sont obligées de révéler des secrets d'entreprise. C'est de l'intelligence économique, c'est de par les normes, on capte les secrets de fabrication. Oui, alors, il y a les deux, il y a aussi par les brevets. Mais il y a le grand sujet, est-ce qu'on fait d'une norme, est-ce qu'on fait un brevet? Quand on a une innovation, on peut choisir un sujet ou un autre. En général, c'est plutôt par un brevet qu'on donne ses secrets de fabrique. Mais vous avez raison, c'est un sujet aussi, ça. C'est un sujet dans le sujet, ça. Pour vendre des cosmétiques en Chine, il y a 10 ans, il fallait donner toute la composition du produit. L'idéogramme chinois pour création est le même mot que l'idéogramme chinois pour copie. Oui. C'est culturel, c'est pas seulement parce que c'est plus facile, c'est parce qu'ils considèrent qu'il faut d'abord s'imprégner de l'art du maître, et ensuite on peut faire ce qu'on veut. C'était bien de débroussailler ce problème des normes, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, en général, et pourtant, comme tu l'as rappelé, c'est vraiment essentiel, hein. C'est vraiment un problème de fond aujourd'hui. Il y a un deuxième volet aujourd'hui qu'on utilise beaucoup d'ailleurs à côté de la norme, du moins en France, on nous en parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'influence. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout confondre? Parce que comme on le disait, il faut avoir d'abord de l'information, de l'intelligence économique. Il faut arrêter de croire que l'influence, c'est la solution miracle à tout. Ce n'est pas vrai. L'influence, ça ne se décrète pas. C'est une ingénierie professionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de faire l'acte d'influence, qu'on doit définir d'ailleurs, avant ça, il faut évidemment être parfaitement renseigné sur le terrain sur lequel on va agir. Ensuite, il faut aussi savoir ce qu'on a à dire. Parce que avoir un message, une influence sans message, si c'est juste pour dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est là, à mon avis, qu'on pêche le plus, parce que souvent on dit, nous Français, on dit il faut être présent dans les organismes internationaux. Du coup, on envoie des gens. Il faut qu'ils aient 2, 3 messages clés, chacun dans son secteur, à développer. Voilà. Et ça, c'est une vraie technique. Il y a des règles pour exercer une influence professionnelle. On n'exerce quasiment jamais seul. Il faut avoir des alliés, il faut avoir des partenaires, y compris dans l'influence économique. On a vraiment l'impression, quand on entend les gens parler de l'influence, on a l'impression que c'est simplement, on fait de la communication pour la communication et ça va suffire. Mais c'est pas vrai, ça se prépare. Ils confondent. Je voyais là, c'est tout à fait récent, hein, les Américains ont sorti un règlement, un autre règlement encore, protectionniste, comme ils ont l'habitude depuis longtemps. C'est le fameux IRA, vous savez, Inflation Reduction Act, la réduction de l'inflation. C'est une loi protectionniste qui vise
à empêcher, à freiner les importations étrangères et à encourager les entreprises américaines à revenir au pays. Peut-être qu'on ne se rend pas compte que en fait, les Américains sont dans cette posture protectionniste depuis très longtemps. Il faut sortir de l'idée qu'on a que c'est le libéralisme. Il y a encore des gens qui le pensent. C'est faux. C'est ce qu'ils prônent à l'extérieur, mais ce n'est pas ce qu'ils font eux pour eux. Et quand même, le Buy American Act, le Small Business Act, tout ça, c'est des choses qui datent de très très nombreuses années. Parallèlement, en France et en Europe, on prenait le chemin contraire. Eux, ils ont pris des mesures de plus en plus protectionnistes, malgré les apparences. Alors que nous, avec Lisbonne, le traité de Lisbonne, etc., on était toujours, de plus en plus même, dans l'idée du marché compétitif, concurrent. Sur l'IRA, déjà, le président Biden a pris ça, c'était en fin août 2022. Deuxièmement, opération magistrale des Américains, parce que non seulement ils se protègent, mais en plus, c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour des investissements verts. Et troisièmement, non seulement ils rapatrient du coup les entreprises américaines qui étaient parties, mais ils attirent les autres. Vous allez voir le nombre de boîtes françaises qui vont aller travailler aux États-Unis. Alors, why not, Sauf qu'il faut être sûr qu'après, elles reviennent, et il faut être sûr que ça bénéficie quelque part à la France en termes aussi de R&D, etc. Et dernière chose, il faut être sûr aussi que ça soit aussi en sens inverse. Si, en même temps, on avait des entreprises américaines qui revenaient s'installer en France ou chinoises, etc. Mais ça ne va pas être le cas, et de moins en moins. Donc on est vraiment dans deux mondes complètement séparés, mais on se tape sur la tête. Et ils utilisent la règle de droit dont on parlait un peu tout à l'heure aussi, de droit entre guillemets, puisque les fameuses sanctions extraterritoriales des États-Unis, que moi en plus... j'ai bien connu avec Alstom, par exemple, mais pas seulement, il y avait Alcatel et tout ça. Tout ça, c'est quand même des sanctions contre lesquelles on aurait pu réagir. Nous, moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme et on a proposé des solutions. Et puis, je crois qu'il y a un autre grand sujet qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le sujet des données et des transferts de données. Ça, c'est un gros sujet franco-américain. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a non seulement la protection de la vie privée, etc., mais l'autre chose, c'est que la donnée, c'est l'énergie, c'est le pétrole d'aujourd'hui, de demain. Sur un domaine comme le transfert des données, justement, entre la France et entre l'Europe et les États-Unis, tu n'as pas l'impression que l'Europe a pris le leadership pour la négociation? On a vraiment l'impression qu'on est en train de lâcher par rapport sous la pression américaine. Il y a le fait que la donnée, c'est un trésor de guerre. Et il se trouve que la France a plein de données, parce qu'on a un service de sécurité sociale, par exemple, où il y a le maximum de données dans le monde. Et ça attise la convoitise. Alors, pour nos auditeurs, il faut que vous sachiez que la loi américaine est formelle. La loi américaine permet aux services américains, à la justice américaine, d'aller regarder, d'aller prendre, sans commission de justice rogatoire ou ce que vous voudrez, comme on a chez nous. Eux, chez eux, ils peuvent aller à première demande se faire fournir toutes les informations qui existent dans une entreprise étrangère à partir du moment où elle travaille aux États-Unis, où elle passe par une banque américaine, où elle a financé une opération en dollars, c'est-à-dire pratiquement, ils sont sûrs du coup, dans tous les cas de figure, ils peuvent y aller. En fait, dans tout cela, on n'est pas en train de parler de amis ou d'ennemis, parce qu'en fait, on a des partenaires ou des concurrents. Parce que le partenaire d'aujourd'hui, ça peut être adversaire de demain, et inversement. Et on peut même s'entendre avec un adversaire si on a un intérêt commun supérieur. Est-ce que tu penses que l'intelligence économique, d'abord, maintenant est devenue un élément important partout, ou est-ce que ça reste encore l'affaire de quelques spécialistes, comme ça a été à une époque? C'est un peu répandu, mais malheureusement, souvent avec une idée qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'elle est vue essentiellement comme soit une méthode, soit elle est comprise comme on va en guerre et que la question de la guerre économique. Les deux sont vrais. Il faut avoir une vision de 360 degrés, beaucoup plus large. Je pense qu'il y a un défaut d'anticipation. C'est vraiment d'anticipation, d'analyse en amont, appelons ça comme on veut. Il y a des gens qui font de la prospective, mais attention, la prospective, ce n'est pas la même chose. L'anticipation au sens de l'intelligence économique, c'est vraiment d'essayer de déterminer des différentes possibilités, pas forcément des scénarios modélisés, etc., mais multidisciplinairement, en écoutant des gens qui ont des cultures différentes, que peut-il se passer? Et se préparer, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se préparer à 3 ou 4 possibilités au moins. Et je pense que aussi, il y a peut-être des gens qui le font, mais ils le font de manière séparée. Tu as le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, tu as le renseignement, tu as Bercy. Chacun fait... Peut-être qu'il y a des gens très bien dans chacun qui mais comme c'est en silo, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne font pas ce qui se passe. Et il n'y a pas exactement. Et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus ou il n'y a pas de coordination. Coordonne et
organise l'action derrière. Voilà. Claude, on a fait un bon Bon. tour d'horizon. Je suis ravi parce que je te remercie d'être venu avec nous et d'avoir pu faire cet échange. Que je crois que pour nos éditeurs, c'est une occasion de découvrir peut-être des facettes qu'ils connaissent mal ou qu'ils connaissent très mal, parce qu'on n'en parle pas. Hein, les journaux, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, c'est essentiel dans ce qui est en train de se passer, dans les rapports de force, les rapports de puissance, les rapports d'échange au niveau mondial. Alors, merci. Merci à toi. Merci à toi, merci à vous deux. Merci de nous suivre, c'est toujours un plaisir. Merci, à bientôt.